Lindsay rentra chez elle après son service dans un appartement vide et morne. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elle attrapa à la hâte une collation, prit une douche et s'assit devant la télévision, étendant ses jambes, soulagée de pouvoir enfin se détendre. Son émission préférée commençait. Le personnage principal, malgré toutes ses épreuves, avait rencontré son prince. Ils tombèrent amoureux, un avenir heureux et insouciant s'ouvrait devant eux. Lindsay soupira et pensa « J'aimerais avoir autant de chance. » Au lieu de ça, ce n'est qu'une déception après l'autre. Mon mari s'est avéré être un crétin. Au travail, on me traite comme une moins que rien. Pas d'enfant, pas de vie personnelle. C'est une impasse. Et j'ai déjà la trentaine. Lindsay travaillait comme serveuse dans un café depuis de nombreuses années. Elle gérait bien ses responsabilités, semblait tout maîtriser et recevait souvent des pourboires. Mais elle ne voyait jamais la couleur de ses pourboires ou des primes. Tout cela à cause du propriétaire, avare et désagréable. Il ne savait que chercher la petite bête à ses employés et les réprimander pour la moindre erreur. Il prenait presque tous les pourboires pour lui, ne laissant que des miettes aux serveuses. Lindsay avait voulu démissionner de colère à plusieurs reprises, mais les emplois étaient rares dans leur ville et elle craignait de ne rien trouver de mieux et de se retrouver sans un morceau de pain. Après tout, elle n'avait pas fait d'études, alors elle endurait tout. Lindsay s'était également mariée sans grand amour, plus parce que c'était ce qu'on attendait d'elle. Elle avait rencontré son futur mari, bien sûr, au café où elle travaillait. Il venait souvent prendre un café et des collations. Il la dévisageait, lui faisait des compliments, laissait de généreux pourboires et lui demandait son numéro de téléphone. Finalement, Lindsay n'a pas pu résister. Elle appréciait l'attention, a appris à mieux le connaître et a fini par s'engager avec lui. Stan lui a brossé un tableau idyllique. Il parlait de travailler dans une entreprise réputée, d'avoir sa propre voiture, un appartement de 3 pièces, et il était physiquement attirant, grand, bien bâti, brun. Il lui offrait ses glaïeuls préférés, l'emmenait dans la nature, faisait griller des brochettes incroyables et parlait d'amour. Il était clair qu'il était fou d'elle. Ce n'était pas surprenant, car elle était séduisante. Elle avait de belles mèches épaisses couleur blé tombant naturellement sur ses épaules et de grands yeux gris légèrement tristes. Sa silhouette était également enviable. Ils étaient heureux ensemble. Lindsay décida qu'il était temps de se marier, d'autant plus que le fiancé insistait. Et après le mariage, ce fut exactement comme dans l'histoire de Cendrillon. La femme travaillait pour 3, prenait des services supplémentaires et des petits boulots, se fatiguait comme un cheval, et son mari emménagea dans son appartement. Il s'avéra qu'il n'était qu'un simple coursier, la voiture appartenait à l'entreprise et il louait son appartement. Comme son emploi du temps était assez flexible, il commença à boire souvent avec des amis, et au fil des ans, il se mit à faire de plus en plus la noce. Il rentrait très tard, très ivre. En réponse aux reproches de Lindsay, il parvenait toujours à la culpabiliser, disant qu'elle était toujours au travail, qu'il se voyait rarement et qu'il s'ennuyait soi-disant. Il devint si effronté qu'il amenait même des femmes directement dans leur appartement. Le vaurien ne craignait rien. Les voisins essayaient souvent de lui faire des allusions à ce sujet, mais Lindsay ne pouvait pas y croire, elle balayait cela d'un revers de main. Elle pensait qu'ils étaient jaloux parce qu'ils formaient une famille normale, alors ils bavardaient dans son dos. Un jour, Lindsay trouva un peigne de femme dans la salle de bain. Elle fit une scène, mais le vaurien s'en sortit par une pirouette, disant que c'était sa cousine qui était venue lui rendre visite. Il accusa même sa femme de ne pas avoir d'enfant, prétendant qu'elle était incapable d'enfanter et donc pas une femme du tout, un récipient sans contenu. « Mais j'ai besoin d'un héritier », répétait souvent le vaurien. « Toi, ma chère, tu ne devrais pas me reprocher tous les péchés moraux, mais te réjouir que je vive avec toi, sans enfant, depuis tant d'années. Alors supporte mes faiblesses, après tout, je suis un homme. » Lindsay était terriblement offensée. Elle s'inquiétait et pleurait souvent. En effet, malgré tous leurs efforts, la grossesse ne venait pas, bien que physiquement, Lindsay soit en bonne santé. Mais elle n'avait ni le temps ni l'argent pour les visites chez les médecins et les examens. Alors ils vivaient. Ils se disputaient férocement de temps en temps, comme chien et chat sous le même toit, plutôt par habitude. Il n'y avait aucune chaleur entre eux, aucune connexion d'âme. Ils étaient étrangers l'un à l'autre, et au fil des ans, cet éloignement s'est transformé en abîme. Mais un jour, quelque chose de terrible se produisit, mettant fin à leur mariage en un instant. Lindsay rentra plus tôt que d'habitude. Elle avait été empoisonnée par quelque chose, elle avait à peine réussi à rentrer chez elle. Elle se sentait très mal, son estomac se contractait, sa tête tournait. Dans le couloir,
Elle sentit l'odeur esséurante et sucrée d'un parfum féminin. La femme se dirigea sur la pointe des pieds vers la chambre et ouvrit doucement la porte. Lindsay fut si choquée qu'elle resta là à regarder son propre mari avec une fille inconnue pendant 10 minutes. Puis une vague de colère et de haine submergea Lindsay. En colère, elle les réprimanda tous les deux, les mettant à la porte sans ménagement, et divorça de son mari de manière décisive, même s'il tenta à plusieurs reprises de se réconcilier. Mais apparemment, quelque chose s'était brisé en elle, et elle ne pouvait plus le supporter, il lui était devenu répugnant. Elle commença donc à vivre seule, complètement désabusée par les hommes. Son mari, périodiquement ivre, l'ennuyait, frappant à la porte et exigeant de l'argent. Mais Lindsay était inflexible, n'ouvrant pas la porte aux vauriens. Et maintenant, quand l'interphone sonna, elle pensa avec irritation. Eh bien, voilà. Maintenant Stan va crier et faire une scène en disant que j'ai ruiné sa vie. Comme si c'était moi qui buvais et menais une vie dissolue. Je n'ai plus de force. Quand me laissera-t-il tranquille? Mais à sa surprise, une mince voix d'enfant retentit. Achetez une carte postale, s'il vous plaît. Je l'ai faite moi-même. Ce n'est pas cher, seulement 100 roubles. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez au moins me donner du pain. J'ai vraiment faim. Quelque chose dans l'âme de Lindsay tressaillit, bascula, et elle jeta rapidement de la nourriture dans un sac, des biscuits, des pommes, et attrapa les derniers 100 roubles de son portefeuille. Puis elle se précipita dans la rue. Sur le perron de l'entrée se tenait un garçon maigre d'environ 7 ans. Il lui sourit timidement et lui tendit une carte postale d'un air penaud. « Bonjour, madame. Prenez ça, j'ai mis beaucoup d'efforts. Peut-être pour l'offrir à quelqu'un? Je m'appelle Mitch. » Le garçon était très pauvrement vêtu. Son pull était trop petit, les manches arrivaient à peine à ses coudes, un pantalon usé avec des patchs, et de vieilles baskets rapiécées une douzaine de fois. Mais il était quand même très mignon, regard ouvert, fossettes sur les joues et des cheveux blonds bouclés qui avaient désespérément besoin d'une coupe. La femme lui tendit le sac de nourriture et l'argent. « Je m'appelle Lindsay. Tu peux m'appeler Lindsay. Tiens, voilà quelque chose à manger. Oh, c'est joliment fait. Tu as découpé l'appliqué toi-même? » Oui, tante Lindsay, tout seul, sans l'aide de personne. Si soigneusement. Mitch, tu es un grand garçon. Le garçon renifla et lui cria joyeusement « Merci », puis s'enfuit en courant. Et Lindsay retourna à son appartement, tenant le souvenir qu'elle avait acheté dans ses mains. Chez elle, elle se rassit dans son fauteuil et commença à examiner le dessin. Et elle resta bouche bée devant ce qu'elle vit. La carte postale représentait un prince magnifique mais très triste. Il était assis sur un trône étrange, ressemblant plus à un fauteuil roulant, et une sorcière hideuse planait au-dessus de lui. Elle étendait de longues mains, ressemblant plus à des serres d'oiseaux, et son visage était tordu par la haine. Le ciel était nuageux, et le garçon avait même réussi à dessiner des éclairs. Il semblait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Il était clair que l'enfant représentait une situation de la vie réelle sous forme de conte de fées. Et à en juger par la minutie et la splendeur avec lesquelles le prince était dépeint, il était clairement cher et proche du garçon. Tandis que la sorcière était ombrée avec une telle pression du crayon qu'elle avait presque percé le carton. Mais le garçon avait clairement un talent pour le dessin. Très peu d'enfants de son âge peuvent représenter les gens avec autant de précision et de proportion et transmettre des émotions dans le dessin. La femme fut horrifiée. Pauvre garçon, quelque chose de grave lui est arrivé, et il ne peut même pas en parler à quelqu'un. Elle devait tout découvrir demain et essayer de l'aider. Mais où trouver ce Mitch? Telle était la question. Le lendemain, Lindsay avait un jour de congé et elle partit à la recherche du garçon. Elle fouilla toutes les cours et ruelles voisines, descendit même jusqu'aux conduites de chauffage et fouilla dans les bennes à ordures où vivaient les sans-abri locaux. Mais tout cela fut vain. Le garçon était introuvable. Lindsay était déjà désespérée quand elle fut aidée de manière inattendue par sa voisine de palier, Gwen. C'est elle qui suggéra où chercher Mitch. « Je connais ce gamin. Il traîne dans les entrées depuis 6 mois, vendant ses dessins. Beaucoup les achètent par pitié et les jettent immédiatement. Qui a besoin d'un gribouillage d'un enfant de 7 ans? Je ne sais pas où il habite, mais le gamin n'est certainement pas sans abri. Je le vois souvent dans le parc, sur un banc près de l'étang. Il y nourrit les pigeons avec du pain. Mais pourquoi as-tu besoin de lui? » Lindsay ne répondit rien, remercia sa voisine et se rendit au parc. Elle ne savait même pas pourquoi elle cherchait le garçon. Elle voulait juste lui parler. Et en effet, Mitch était là. Il était assis sur ce même banc, la tête tristement baissée, perdu dans ses pensées.
Lindsay s'approcha prudemment de lui et parla doucement. « Salut Mitch. Tu te souviens de moi? Je suis Lindsay. Nous nous sommes rencontrés hier. Je peux m'asseoir? Je veux te demander quelque chose, si ça ne te dérange pas. » Le garçon haussa les épaules et se décala pour lui faire de la place à côté de lui. « Pourquoi pas? Je m'ennuie tout seul. Et je n'ai pas envie de rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Tu as aimé ma carte postale? » Lindsay sourit. « Tu es très talentueux, Mitch. Tu dessines bien. C'est exactement de ça que je voulais te parler. Tu n'as pas simplement dessiné ce conte de fées, n'est-ce pas? Ce prince triste sur le trône, c'est ton père, non? Et cette méchante sorcière, elle veut lui faire du mal? J'ai bien compris? Peut-être que tu vas partager? Peut-être que je peux t'aider? » Le garçon se recroquevilla immédiatement, devint plus mince et très triste. « Tu as tout compris. Tu es la première personne à me poser des questions à ce sujet. Le prince, c'est mon père, Marcus. Il était si joyeux, fort, courageux avant. » Lindsay fut choquée par ce qu'elle entendit. Elle ne pouvait pas y croire. Elle demanda des éclaircissements. « Oh mon Dieu, quel cauchemar! Et toi et ton père, vous n'avez personne d'autre? Pas de grands-parents, d'autres parents? » Mitch secoua la tête. « Non, il n'y a que nous. Tous les autres sont décédés il y a longtemps. Donc personne pour nous aider. » La femme ne put contenir ses émotions et dit au garçon, « Tu sais Mitch, pourquoi ne viendrions-nous pas chez moi? Je te donnerai à déjeuner, et tu pourras rester avec moi un moment. Ensuite, je te ramènerai à la maison et j'essaierai de parler à ta méchante belle-mère. Peut-être que je pourrai faire appel à sa conscience. » Le garçon fut ravi et accepta immédiatement. Il prit joyeusement la main de Lindsay et partit avec elle. Il mangea avec avidité et appétit la soupe aux choux et la viande, puis ils burent du thé avec des sucreries. Le garçon mangea à sa faim et somnola même un peu. Il commençait à faire nuit dehors, et Lindsay le ramena chez lui. La famille vivait à proximité, à seulement un pâté de maison. Dès qu'ils entrèrent dans l'appartement, ils furent frappés par l'odeur de cigarettes, de renfermés et de personnes malades. L'endroit était en désordre et poussiéreux. Le cendrier débordait de mégots de cigarettes avec des traces de rouge à lèvres. Lindsay regarda prudemment dans le réfrigérateur, il n'y avait presque rien, quelques œufs et un morceau de saucisson séché. Mitch la conduisit à la chambre où se trouvait son père. Il était assis dans un fauteuil roulant, regardant tristement par la fenêtre, comme un prisonnier aspirant à la liberté. Quand il se retourna, Lindsay tressaillit soudainement. Il avait l'air si torturé et épuisé. Ses yeux étaient creusés, tout comme ses joues. Il ne s'était pas rasé depuis longtemps, et il y avait un tel désespoir et une telle tristesse dans ses yeux. Lindsay lui tendit la main. « Bonsoir, je suis Lindsay. J'ai rencontré votre fils Mitch hier. Il m'a vendu une belle carte postale. Votre fils est très talentueux. Il m'a dit que vous étiez malade, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être vous aider. Que disent les médecins? » L'homme répondit doucement, « Bonjour Lindsay, enchanté de vous rencontrer. Je suis Marcus. Mitch, s'il te plaît, mets la bouilloire en marche, nous avons des invités après tout. » Le garçon courut à la cuisine, et Marcus continua, « Merci d'être venu. Vous êtes probablement la première personne à réagir au malheur de quelqu'un d'autre. Je suis alpiniste professionnel de métier. Nous installions des fenêtres dans de nouveaux bâtiments. C'est là que je suis tombé d'une hauteur. Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai travaillé pendant tant d'années, vérifiant toujours 2 fois et respectant les procédures de sécurité. Et puis c'est arrivé. C'était il y a 6 mois. Je me suis blessé à la colonne vertébrale et à la moelle épinière. Le médecin a dit qu'il y avait des chances, mais nous avions besoin d'une énorme somme d'argent pour l'opération, et seule une personne dans notre pays la pratique, le professeur Smith. Il était important de le faire dans les 6 premiers mois, mais Chloé n'a même pas voulu en entendre parler. Elle m'a laissé tomber. C'est ma femme. Nous sommes mariés depuis longtemps. Elle n'a voulu se tourner vers personne d'autre ni dépenser son argent pour moi. Elle pense que je suis un légume inutile. Elle harcèle Mitch. Il me le dit depuis longtemps, et moi, idiot que je suis, je ne l'ai pas cru. Je pensais que Chloé m'aimait sincèrement. Il s'avère qu'elle n'aimait que mon argent et mon enregistrement. Et maintenant que je suis invalide, elle me tourmente comme elle veut. Elle sait que je ne peux rien faire. C'est esséurant. Je me serais probablement pendu depuis longtemps ou je me serais saoulé à mort avec des pilules. Je ne veux plus vivre du tout et il n'y a aucune raison de le faire. Si ce n'était pas pour mon fils. J'ai pitié de lui. Il a déjà perdu sa mère, et s'il me perd aussi?
Et je suis désolé Lindsay de vous raconter tout ça, mais je n'ai personne d'autre à qui parler. Je suis assis ici dans cette chambre comme un oiseau en cage. Chloé ne m'a même pas emmené faire une promenade une seule fois. Il n'y a pas de rampe et elle ne veut pas demander aux voisins de l'aider à me sortir. Des larmes montèrent aux yeux de Lindsay alors qu'elle prenait la main de Marcus. Elle la sentit froide et sans vie. La femme commença à l'encourager. « Écoutez Marcus, votre situation est sans aucun doute difficile, on ne peut le nier. Je suis juste choqué. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons nous battre. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Donnez-moi des copies de vos dossiers hospitaliers, de votre diagnostic. Je contacterai des œuvres de charité, l'administration, pour attirer le plus d'attention possible sur votre situation. Vous devez être examiné et traité. S'il y a la moindre chance, nous devons la saisir. Tenez, prenez de l'argent. J'ai été payé hier. C'est pour vous et Mitch. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai. » Avant que Marcus ne puisse remercier cette femme merveilleuse et attentionnée, la porte d'entrée claqua et Chloé revint du magasin. Entendant une voix étrangère dans la chambre de son mari, elle se précipita comme une furie, sans même prendre la peine d'enlever ses chaussures. « Eh bien, bonjour. Et qui pourriez-vous bien être ? » Enfin quelqu'un des services sociaux, railla Chloé. « Allez, qu'est-ce que c'est que ce bavardage inutile ? Dépêchez-vous de nettoyer plus vite. » Lindsay regarda cette personne négligée et désagréable avec dégoût avant de répondre. « Bonjour. Je suis Lindsay. Non, je ne suis pas des services sociaux, juste une amie de votre fils. Je suis passée vous rendre visite. Je vois que vous traversez une période difficile. Le garçon a faim, il n'y a presque rien dans votre réfrigérateur. Est-ce vraiment si difficile de cuisiner une soupe ? C'est tout simplement inacceptable. Si vous voulez, je peux aider au nettoyage ou à la cuisine, ce n'est pas un problème pour moi. » Soudain, Chloé éclata de colère. « Qui es-tu, poule mouillée, pour me faire la leçon sur la vie ? Je me bats déjà avec ça, et maintenant ce garçon en plus. Ce n'est pas mon fils, c'est clair ? Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire comment nous vivons ? Arrête de jacasser ou je vais t'apprendre à tenir ta langue. Sors d'ici immédiatement. Mère Teresa de pacotille. » Surprise, Lindsay partit précipitamment, murmurant doucement à Mitch, « Je reviendrai après-demain. » Marcus ne put que lui faire un timide signe d'adieu en la regardant partir avec un regard triste. Cette belle et gentille fée lui avait fait une impression indélébile. Comparé à elle, le comportement grossier de Chloé semblait risible et terrible. Il se sentit même gêné et honteux de sa conduite déshonorante. Lindsay était choquée par ce qu'elle avait vu. Pauvres Mitch et Marcus. Ils étaient piégés, et cette horrible Chloé faisait ce qu'elle voulait. Elle ne se souciait absolument pas de la santé de Marcus, ni du garçon, ni de son avenir. Il fallait faire quelque chose. Cela ne pouvait pas rester ainsi. Si ce n'était pas elle, alors qui ? Après avoir travaillé 2 services, lorsque son week-end arriva enfin, elle passa immédiatement à l'action. Elle se rendit à l'administration et obtint au moins que Marcus soit mis sur la liste d'attente pour une opération et un examen. Il était entendu qu'il pourrait devoir attendre non pas 1 ou 2 mois, mais au moins il y avait une chance. Ensuite, elle remit tous les documents de Marcus à la fondation caritative Goutte de Gentillesse. Ils promirent d'organiser une collecte de fonds pour le traitement et l'opération de Marcus. Mais Lindsay ne s'arrêta pas là. Elle publia personnellement un appel à l'aide sur toutes les plateformes de médias sociaux sur Internet et persuada le directeur de la chaîne de télévision locale de diffuser un reportage avec des photos et des détails, demandant de l'aide pour l'homme handicapé. Elle craignait la colère de Chloé et la possibilité qu'elle empoche l'argent donné destiné à l'opération. Marcus se retrouverait à nouveau sans rien. Alors, en consultant secrètement avec lui par l'intermédiaire de Mitch, ils décidèrent que Lindsay fournirait partout son propre numéro de téléphone et ses coordonnées bancaires. Ce serait plus sûr ainsi. Avec la présence de Lindsay chez eux, Marcus retrouva une lueur d'espoir, bien que faible. Il ne fixait plus le vide pendant des heures. Au lieu de cela, chaque fois que Chloé n'était pas là, il passait son temps sur l'ordinateur. Il répondait aux questions des personnes sympathisantes sur Internet, expliquant sa maladie et ce qui lui était arrivé. Lindsay lui fit croire que tout pouvait être changé, qu'il n'y avait pas besoin de désespérer et qu'il y avait beaucoup de gens gentils et compatissants dans le monde. Il parviendrait certainement à réunir suffisamment d'argent pour son traitement et son opération. Chloé, voyant accidentellement le reportage sur Marcus à la télévision, devint furieuse. Elle ragea et jeta des objets. Rien de tout cela ne faisait partie de ses plans. Elle n'avait pas besoin que Marcus se rétablisse.
Au contraire, elle prévoyait de se débarrasser le plus tôt possible de l'invalide faible et de sa progéniture et de vivre enfin comme une reine dans leur propre appartement. Mais il était trop tard. Marcus était inondé d'appels et de lettres, et la femme querelleuse ne pouvait rien y faire. Les choses avaient vraiment décollé, et la collecte de fonds prenait rapidement de l'ampleur. Les gens étaient sincèrement touchés par l'histoire de Marcus et du petit Mitch, et ils étaient prêts à donner ce qu'ils pouvaient pour son traitement. Après tout, ce n'était pas une blague, le pauvre enfant avait perdu sa mère, et maintenant son père était laissé comme une personne handicapée. Quand une somme substantielle se fut accumulée sur le compte, Lindsay décida de trouver le célèbre professeur Smith dans la capitale et de le persuader d'examiner au moins Marcus. Elle trouva ses coordonnées et tenta de le joindre, mais en vain. Les files d'attente pour le voir étaient tout simplement astronomiques. Les gens prenaient rendez-vous un mois à l'avance, et obtenir ne serait-ce qu'une consultation avec lui était presque impossible. Après mûre réflexion, Lindsay prit une décision. Saisissant le moment où Chloé n'était pas à la maison, elle vint consulter Marcus. « Tu sais à quoi je pense ? Et si Mitch et moi allions voir ce fameux professeur ensemble ? On campera juste devant son immeuble et on le suppliera de te voir. Refusera-t-il vraiment à l'enfant ? Je n'arrive pas à lui parler. Il n'arrête pas de dire de prendre un rendez-vous général, mais si on fait ça, on devra attendre au moins 3 mois juste pour une consultation. Et ça fait déjà 6 mois depuis la blessure, et le temps joue contre nous. Es-tu d'accord si Marcus et moi y allons ce week-end ? Qui sait, peut-être aurons-nous de la chance. » Marcus versa même des larmes et prit la main de Lindsay. Une étincelle de compréhension passa entre eux. « Lindsay, s'il te plaît, réponds-moi honnêtement. Pourquoi Mitch et toi avez-vous besoin de nous ? Pourquoi t'embêtes-tu avec nous ? demanda-t-il. Lindsay regarda dans ses yeux verts profonds et répondit. Tu sais Marcus, avant que Mitch n'entre dans ma vie, j'étais juste une divorcée ordinaire de 30 ans. Je rentrais du travail dans un appartement vide et je pleurais souvent, sentant que ma vie n'avait pas abouti à grand-chose. Mais quand j'ai appris ton histoire, j'ai réalisé à quel point j'avais été égoïste. J'ai tout, une maison, un travail, ma santé. Je me plaignais de la dureté de ma vie. Mais maintenant que nous sommes devenus si proches, je ne peux tout simplement pas imaginer la vie sans Mitch. Il est devenu une partie de moi. Et toi non plus, tu ne m'es pas étranger. Il y a quelque chose en nous qui est similaire, tu ne trouves pas ? Dans ma vie, il est devenu logique d'aider 2 bonnes personnes. C'est tout. Quant à Chloé, ce n'est pas à moi de décider comment elle doit vivre. Touché, Marcus pleura. Merci beaucoup. Je n'ai jamais vu une telle gentillesse de ma vie. J'ai honte de ne pas pouvoir te remercier correctement pour l'instant. Le week-end, Lindsay et Mitch se rendirent dans la capitale pour trouver le professeur. C'était une véritable aventure pour le petit garçon, car il n'avait jamais voyagé en train auparavant. Il s'assit fièrement sur la couchette supérieure, sirotant un thé délicieux et mangeant des pâtisseries. Ils attendirent Smith toute la journée devant sa maison, fatigué et frigorifié. Lindsay regretta d'avoir entraîné l'enfant dans cette aventure. Qui sait si Smith leur parlerait même et quand ils rentreraient chez eux ? À sa surprise, Mitch ne se plaignit pas, ne demanda rien, attendant patiemment, assis comme un grand. Au crépuscule, Smith arriva enfin à l'immeuble et sortit de sa voiture de luxe. Lindsay tenait fermement la main de Mitch alors qu'il s'approchait directement de lui. Prenant une profonde inspiration, elle commença à parler. « Bonsoir Adam. Pouvons-nous vous parler s'il vous plaît ? Nous avons fait un si long chemin avec Mitch juste pour avoir une conversation. S'il vous plaît, ne nous renvoyez pas. Je comprends que vous en voyez des centaines, des milliers comme nous, mais notre cas est spécial. » L'homme âgé, surpris, regarda la beauté aux yeux gais, fatiguée mais attirante, et le petit garçon effrayé. Quelque chose remua dans son cœur. Il ne put les refuser et s'assit à côté d'eux sur le banc. Lindsay raconta passionnément l'histoire de Marcus et Mitch, et quand elle eut fini, elle demanda « Alors, le verrez-vous ? Cela fait déjà 6 mois, et j'ai peur d'arriver trop tard. C'est pourquoi cela n'a aucun sens de prendre rendez-vous, car ce serait trop tard, et Mitch se retrouverait sans père, orphelin. » Le garçon, Mitch, leva les yeux vers le professeur, les yeux remplis de larmes, et demanda doucement, d'une manière très adulte, « S'il vous plaît, sauvez mon papa. Je serai perdu sans lui. Belle-maman nous chassera. » L'homme soupira et répondit, « Que dois-je faire de vous ? Mon emploi du temps est planifié à la minute près pour des mois. Mais puisqu'il s'agit d'un tel cas, amenez le patient pour une consultation jeudi, et nous verrons à partir de là. Je promets de faire ce que je peux pour aider. Je m'arrangerai pour que vous soyez vu sans attendre. Tout le meilleur. »
Quand le professeur partit, Mitch s'accrocha soudainement à Lindsay, la serra fort dans ses bras et éclata en sanglots. « Merci. Papa va être sauvé maintenant. Tu ne nous quitteras pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Lindsay lui caressa les cheveux bouclés et répondit sincèrement, « Je ne t'abandonnerai pas, Mitch. Je te le promets. Tu es devenu comme un fils pour moi. Je le jure. Alors, mon chéri, on va à la gare et on rentre à la maison maintenant? Es-tu fatigué, mon cher? On va manger quelque chose et se reposer dans le train. » Sans hésiter, Lindsay dépensa toutes ses économies pour organiser le transport de Marcus vers la capitale pour l'examen et la consultation. Chloé criait si fort qu'on pouvait l'entendre dans tout le quartier. « Qu'as-tu fait? Qui t'a donné le droit de te mêler de notre famille? Je suis contre. À quoi bon traîner un invalide à travers le pays? C'est inutile, » s'exclama Chloé. Mais alors Marcus intervint, parlant fermement pour la première fois depuis sa tragédie. « Chloé, tais-toi. J'ai compris depuis longtemps que tu te fichais éperdument de moi et de Mitch. Cette femme nous aide sincèrement. N'interfère pas. Et si quelque chose ne te plaît pas, pars tout de suite. Pourquoi m'enterres-tu vivant? » La femme querelleuse réalisa qu'elle était allée trop loin. Ce n'était pas le moment de se disputer, car il y avait un risque de perdre l'appartement. Elle recula rapidement et changea de ton, espérant au fond d'elle-même que Marcus ne pourrait pas être aidé et que son plan fonctionnerait. Lindsay prit congé de son travail et partit avec Mitch. Il était important pour elle d'entendre ce que le professeur dirait et de soutenir l'homme si nécessaire. Mitch refusa catégoriquement de rester avec Chloé et partit également avec son père. Le professeur examina les radiographies, les scanners, tint une consultation, puis rendit son verdict à Marcus et Lindsay, qui attendaient anxieusement dans la salle de réception. Le médecin dit, « Lindsay, c'est compliqué. Le temps a en effet été perdu. Mais il y a une chance. Si nous effectuons l'opération dès maintenant, sans délai, Marcus pourrait remarcher. Les chances de succès sont élevées, mais tout ne dépend pas de moi. Il n'y a pas de place budgétaire ou de quota. Mais le coût de l'opération? Qu'est-ce que c'est? Jetez un œil. » Lindsay regarda le montant et haleta. Le compte de Marcus n'en avait que la moitié. Elle réfléchit frénétiquement à ce qu'il fallait faire. Il devait accepter, il n'y aurait pas d'autre chance comme celle-ci. Il lui avait fallu beaucoup d'efforts pour convaincre le professeur. Elle répondit avec assurance, « Nous sommes d'accord. Je transférerai la moitié du montant aujourd'hui, et j'enverrai le reste d'ici la fin de cette semaine. Est-ce acceptable? Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas tomber. Nous ne pouvons pas attendre. La vie de Marcus est en jeu. Il n'a que 30 ans, et je ne peux pas accepter qu'il soit confiné dans un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. » Quand le professeur partit, Marcus demanda avec étonnement, « Lindsay, qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons pas ce genre d'argent. Où allons-nous le trouver? Nous aurions dû refuser et économiser le montant manquant, et puis... » La femme répondit avec ferveur, « Et puis quoi? D'ici là, tu ne pourrais plus te lever. Smith a dit de s'allonger et de ne rien craindre. Je trouverai l'argent, quoi qu'il en coûte. J'hypothéquerai l'appartement, je contracterai un prêt, je trouverai quelque chose. Ta vie est plus importante. Merci. Je te dois une dette incommensurable. Si je survis, je travaillerai et rembourserai chaque centime. Prends juste soin de Mitch, s'il te plaît, pour que Chloé ne lui fasse pas de mal, d'accord? Je m'inquiète pour lui, dit Marcus anxieusement. Lindsay agita les mains, on s'en occupera plus tard. Allons nous enregistrer. Le temps est précieux. Pense à ce que tu dois faire. Tu dois guérir, pour notre fils. Et pour moi. C'est important pour moi. Alors souviens-toi. Ils se serrèrent fort dans leurs bras avant de se séparer, et Lindsay et Mitch rentrèrent chez eux. Marcus resta à l'hôpital. Lindsay resta silencieuse pendant tout le trajet, essayant fiévreusement de comprendre où trouver le montant restant en quelques jours. Ses pensées fusaient, son esprit était en plein chaos. La voix de Mitch interrompit sa contemplation le lendemain. « Lindsay, je peux rester avec toi jusqu'au retour de papa? Je ne veux pas aller chez Chloé. Elle est méchante. » La femme serra le garçon dans ses bras et le tint près d'elle. « Je n'ai jamais eu l'intention de t'emmener chez elle, mon cher. Tu resteras avec moi pour l'instant. Ne t'inquiète pas. Je serai plus heureuse ainsi. Laisse ton père s'occuper de Chloé plus tard. Ce n'est pas mon affaire. » Le lendemain, après son service, la femme se précipita à la banque, espérant qu'ils approuveraient son prêt. Mais peu importe combien elle supplia ou expliqua la situation, on le lui refusa. Son salaire était trop bas et le montant du prêt trop élevé.
La femme rentra chez elle complètement anéantie et découragée. Mitch l'accueillit. Le garçon voulait faire quelque chose de gentil et avait fait frire des pommes de terre. C'était très savoureux. Lindsay mangea avec appétit et félicita le garçon, « Tu es un si bon garçon. Mais les choses ne vont pas bien pour moi. J'ai besoin d'argent de toute urgence pour ton père, mais jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Ne t'inquiète pas Mitch, on va s'en sortir. L'essentiel est que ton père guérisse. » Soudain, la sonnette retentit. Surprise, Lindsay n'attendait personne et alla ouvrir la porte. Sur le seuil se tenait un couple âgé, élégamment vêtu et manifestement aisé. L'homme la salua, « Bonjour. Êtes-vous Lindsay Grimm? Je m'appelle Clark, et voici ma femme, Monica. Une fondation caritative nous a donné votre adresse. Nous cherchons Marcus. Est-il ici par hasard? On nous a dit que vous collectiez de l'argent pour une opération. Nous sommes d'abord allés à l'adresse où il habite, mais nous avons été accueillis peu amicalement par une femme désagréable. Elle a dit qu'elle ne savait pas où était Marcus ni quand il reviendrait. Alors nous avons décidé de passer par ici. » Lindsay fit entrer les invités dans la pièce et leur raconta honnêtement et ouvertement tout sur le professeur, sur Chloé et sur le montant manquant. Puis elle demanda, « Mais pourquoi avez-vous besoin de Marcus? Êtes-vous des connaissances à lui? » Mitch a dit qu'il n'avait pas de parents, j'ai demandé. « Ou voulez-vous simplement aider? Ce serait très utile, car nous avons un besoin urgent d'argent maintenant. Chaque centime compte. » L'homme soupira et commença à tout expliquer en détail, essayant de ne rien manquer. Le fait est que Marcus est notre fils biologique. C'est pourquoi nous le cherchons. Je vais essayer de tout expliquer, bien que ce soit un tel désordre que nous ayons à peine compris nous-mêmes. Monica a donné naissance à notre fils il y a 30 ans à la maternité, en même temps qu'une autre femme. Elle a aussi donné naissance à un garçon. Mais à cause d'une panne de courant causée par le mauvais temps, tous les transformateurs ont sauté, le courant a été coupé, et il y a eu chaos et confusion. En conséquence, nos enfants ont été échangés. Ma femme et moi sommes bruns, grands, et ils nous ont donné un garçon roux. Nous ne pouvions pas comprendre qui était cet homme tout ce temps. Il ne nous ressemblait absolument pas, ni en apparence ni en caractère. Il a grandi indiscipliné, incontrôlable, ne voulait pas du tout étudier. Il a changé d'école 3 fois à cause de son comportement terrible. Les choses ont empiré. Il a été expulsé de l'université pour absentéisme. Il a déraillé et s'est impliqué avec des personnages louches. Il jouait souvent dans les casinos pour de l'argent, dilapidait des fortunes que nous avions tant de mal à gagner. Et il y a 1 an, il rentrait d'une boîte de nuit, ivre. Il s'est battu avec des voyous locaux en chemin. Une bagarre a éclaté, et il a été sévèrement battu, nécessitant des transfusions sanguines urgentes. Et c'est là que nous avons découvert que ni moi ni ma femme ne pouvions être donneurs. Nos groupes sanguins et nos types RH sont complètement différents. Finalement, nous avons trouvé un donneur, nous nous sommes battus pour la vie de Tom jusqu'au bout, mais il ne s'est jamais remis. Il est mort 1 semaine plus tard aux soins intensifs. Nous avons profondément pleuré, même s'il n'était pas biologiquement lié à nous. Mais nous l'avions élevé, aimé, et y avions investi nos âmes. Puis nous avons décidé de mener notre propre enquête. Nous avons engagé un détective privé. Nous ne pouvions pas nous reposer en sachant que notre fils était quelque part, notre propre chair et notre propre sang, et que nous ne savions rien de lui. Et le détective a découvert la vérité, a trouvé le nom de famille, les coordonnées de la 2e femme qui avait accouché, et lentement mais sûrement, il a tout déterré sur le sort de Marcus. Et puis nous sommes tombés sur votre annonce en ligne demandant de l'aide, et nous avons immédiatement décidé de venir. Dites-nous combien il faut? Je paierai tout de suite. Je ne regarderai pas à la dépense pour mon fils biologique. Lindsay nomma avec hésitation la somme astronomique, s'attendant à ce que le père de Marcus ne puisse probablement pas tout payer d'un coup. Mais à sa surprise, l'homme transféra les fonds immédiatement. La femme s'exclama joyeusement, « Merci beaucoup. Vous ne savez même pas à quel point vous nous avez aidés. Je suis allé à la banque aujourd'hui en pensant contracter un prêt, mais on me l'a refusé. Mitch et moi étions assis ici, déprimés. Nous ne savions pas quoi faire. Demain, je dois savoir comment va Marcus. Ils auraient dû l'opérer maintenant. Mais je ne sais pas quoi faire pour le travail, Mitch. Je prends déjà congé si souvent, ils vont bientôt me virer. Je finirai sans rien. » Monica s'exclama, « Ne vous inquiétez pas, nous irons nous-mêmes voir notre fils. Nous resterons avec lui, apprendrons à mieux le connaître. Il faut bien commencer quelque part. Et vous feriez mieux de vous occuper de Mitch. Pourquoi traîner le garçon à travers tout ce traitement et cette rééducation?
Prenez votre temps. Je vous admire, honnêtement. Compatir au malheur de quelqu'un d'autre et aider une famille complètement inconnue comme ça, c'est hautement louable. Vous êtes incroyable. Lindsay dit, ils ne me sont plus étrangers. Mitch est devenu comme un fils pour moi. Vous savez, c'est un garçon merveilleux et talentueux aussi. Il a d'excellentes compétences en dessin. Je veux l'inscrire dans une école d'art. De tels talents ne devraient pas être gaspillés. Et Marcus? Je l'aime bien, honnêtement. Mais Chloé? Bref, c'est tout compliqué et confus. Mais je suis contente que vous ayez trouvé un fils. Je pense que Marcus sera heureux aussi. Jusqu'à présent, Mitch était resté silencieux, clignant des yeux et n'intervenant pas dans la conversation des adultes, écoutant seulement attentivement. Et puis il ne put résister et demanda, « Tante Lindsay, je n'ai pas compris. Ce sont mes grands-parents? C'est ça ?» La femme lui fit un clin d'œil, « Absolument. Tu as raison. Tu as de la chance, ma joie. » Le garçon sursauta, « Génial. » Et en effet, grand-père ressemble vraiment à papa, ou papa lui ressemble. Je l'ai remarqué tout de suite quand ils sont entrés. Regardez, même le grain de beauté sur le cou est le même. Waouh, c'est quelque chose. Le grand-père et la grand-mère serrèrent chaleureusement leur petit-fils dans leurs bras, lui dirent au revoir et commencèrent à se rendre auprès de leur fils, à la clinique de la capitale. Ils n'arrivaient toujours pas à croire que tout récemment, ils avaient enterré leur fils adoptif et étaient complètement seuls et déprimés, et que maintenant, aujourd'hui, ils avaient retrouvé leur fils biologique et leur petit-fils, tout ça en même temps. Sur le chemin, Monica était très inquiète, prenant même ses gouttes pour le cœur. Elle n'arrêtait pas de penser à la façon dont Marcus prendrait tout cela s'il les repousserait. Après tout, il avait été élevé dans une famille complètement différente, et ces gens étaient sa famille. Serait-il capable de les aimer? Comment s'était passée l'opération? Le fils pourrait-il marcher? Mais dès que les parents se rencontrèrent, se regardèrent, cette chaleur et cette connexion émotionnelle surgirent immédiatement entre eux, ce que Marcus n'avait pas non plus ressenti de la part de ses parents durant toute son enfance, et pourquoi il ne comprenait pas lui-même. Ils s'étreignirent longuement, pleurèrent et ne pouvaient pas croire qu'après tant d'années, ils avaient réussi à se retrouver. L'opération fut compliquée, elle dura de nombreuses heures, mais Smith fit l'impossible. Progressivement, Marcus commença à sentir ses jambes. Quand il put bouger ses doigts, puis son pied, il fut heureux comme un enfant. La rééducation fut longue, elle dura 2 mois, mais à la fin, Marcus pouvait marcher correctement en s'appuyant sur une canne. Pendant tout ce temps, les parents étaient là, soutenant, encourageant, instillant la confiance que tout irait bien. Mitch vécut avec Lindsay pendant tout ce temps, alla à l'école ordinaire, fréquenta également l'école d'art et appréciait le dessin. Sans qu'on s'en aperçoive, il commença à appeler Lindsay maman de temps en temps. Elle fondait et ne grondait pas le garçon. C'était profondément touchant pour elle quand il l'appelait ainsi. La femme habilla le garçon, le rangea, lui acheta un sac à dos à la mode et de nouvelles fournitures scolaires, tout pour le dessin. Ils s'entendaient à merveille et ne se disputaient pas. Mais le garçon manquait vraiment à son père, bien qu'il se parle au téléphone tous les jours. Maintenant, la femme rentrait du travail en courant comme sur des ailes. Elle appelait Mitch 100 fois quand il était seul à la maison, s'inquiétant de savoir s'il avait mangé, s'il avait peur. Enfin, elle pouvait se sentir mère. Il s'avère que c'est si merveilleux de s'occuper d'un enfant. Il n'y avait plus de solitude ni de vide dans son âme. Mais Lindsay attendait avec anxiété ce qui se passerait au retour de Marcus. Et s'il prenait Mitch et continuait à vivre avec cette insupportable Chloé? La femme réalisa qu'elle ne pouvait plus vivre sans le garçon. Elle mourait, tout simplement. Après une longue rééducation, Marcus rentra enfin chez lui. Pendant ce temps, il s'était beaucoup rapproché de ses parents. Il avait une conversation difficile à venir et un adieu à Chloé. C'était inévitable. Après tout, elle n'avait appelé que quelques fois pendant cette période, elle avait demandé de ses nouvelles et pas une seule fois elle n'avait mentionné où se trouvait Mitch maintenant. Elle s'en fichait complètement. Marcus n'avait pas l'intention de continuer à vivre sous le même toit avec une telle personne, d'autant plus que son fils y était catégoriquement opposé. Il entra tranquillement dans l'appartement, ouvrit la porte avec sa propre clé et fut stupéfait par le désordre que la pseudo-ménagère y avait fait. Des affaires traînaient partout, le sol n'avait pas été nettoyé depuis longtemps, et une mer de vaisselle sale s'empilait dans l'évier de la cuisine. Chloé ne s'attendait pas à voir Marcus, alors elle était assise avec une cigarette et un verre de vin dans le fauteuil, bavardant avec quelqu'un au téléphone. Elle riait follement. « Oh, Marcus! Tu es déjà rentré? Quelle surprise! Je suis si contente! » L'homme eut un sourire amer.
Oui, l'idiot est de retour à la maison maintenant. Et tu ferais mieux de te dépêcher de sortir de mon appartement pour rejoindre ta petite poupée. Tu lui manques, tu sais. Tu es si fourbe, Chloé. Mitch t'a percé à jour dès le début, et moi, comme un imbécile, j'ai cru en l'amour. Chloé résista jusqu'au bout, essayant de plaider, faisant des scènes, mais Marcus fut implacable. Il ne pouvait tout simplement plus supporter de voir cette femme désordonnée et hypocrite et se demandait comment il avait pu l'aimer autrefois. Comparé à elle, Lindsay était simplement un ange. Le lendemain, il entreprit de nettoyer l'appartement et de préparer un dîner de fête. Finalement, tout brillait et scintillait, et Marcus alla chercher son fils et Lindsay. Le petit, voyant son père à la porte, poussa des cris de joie et se jeta dans ses bras. Il s'agrippa à lui, le serra fort et murmura « Papa, tu m'as manqué. Tu marches tout seul. C'est génial. » Marcus ne put retenir ses larmes non plus et répondit « Toi aussi tu m'as manqué, fiston. Regarde comme tu as grandi. Tu es si grand et mûr maintenant. Rentrons à la maison, j'ai préparé le dîner. » Puis Marcus s'approcha de Lindsay, la regardant intensément dans les yeux, dit sincèrement « Lindsay, ma chère, merci beaucoup pour notre fils, pour tout ce que tu as fait pour notre famille. Tu es comme un ange gardien pour moi. C'est toi qui m'as tendu la main pour m'aider quand je ne voulais plus vivre du tout et qui m'as littéralement sorti de l'abîme. Allons chez moi, j'ai invité mes parents à dîner. » La femme fut sans aucun doute satisfaite de ces paroles chaleureuses, mais elle hésita. « Et Chloé ? Pour être honnête, je n'ai vraiment pas envie de la voir, alors je pense que je vais refuser. » Mitch intervint également, « Si Chloé est à la maison, je n'y vais pas. Elle est méchante. » Marcus se frappa le front et répondit, « Oh, quel idiot. J'ai complètement oublié de mentionner. Chloé et moi avons rompu. Je l'ai mise à la porte. Imagine, je rentre hier, et elle est au téléphone en train de raconter à quel point c'est génial sans moi et Mitch, et elle a mentionné un plan qui n'a pas fonctionné, mais je n'ai jamais vraiment compris de quoi il s'agissait. Et elle parlait clairement à un type. Et quand elle m'a vu, elle a commencé à se tortiller comme un serpent, essayant de se justifier. Et je l'ai regardée et je me suis demandé comment et pourquoi j'aurais pu l'aimer un jour. Alors je l'ai mise à la porte de l'appartement. » Mitch sauta de joie et cria « Hurrah! Cette sorcière est partie. Comme dans un conte de fées. Maman Lindsay, viens avec nous, s'il te plaît. Je ne veux pas me séparer de toi. Nous avons encore la table de 3 à revoir aujourd'hui, je me souviens. » Lindsay accepta. Elle-même ne supportait pas de se séparer de Mitch. Elle s'était tellement attachée à lui qu'elle le considérait vraiment comme son fils. La soirée se passa à merveille. Les parents de Marcus s'entendirent tout de suite avec leur petit-fils. Ils lui apportèrent de nombreux cadeaux, lui achetèrent un téléphone cool. Le garçon était tout simplement aux anges. Lindsay aida Marcus à mettre la table avant l'arrivée de ses parents. Ensemble, ils préparèrent quelques salades, et la dinde que l'homme avait fait rôtir au four s'avéra très savoureuse. Puis ils burent tous du thé avec un énorme gâteau que les parents avaient acheté. À table, Marcus dit soudain, « Vous savez, je n'arrête pas de penser au fait que Chloé a laissé échapper quelque chose à propos d'un plan au téléphone. Je veux consulter un avocat et essayer de poursuivre l'entreprise de construction où je travaillais pour obtenir une indemnisation suite à la tragédie. » Assis dans un fauteuil roulant, j'ai réfléchi. Comment a-t-il pu arriver que le câble de sécurité se rompe? Il y a quelque chose de louche là-dedans. Vous voyez, au fil des années de travail en hauteur, j'ai développé l'habitude de toujours vérifier l'équipement de sécurité avant de monter à une grande hauteur. Et ce jour fatidique, j'ai tout vérifié aussi. Je pourrais jurer sur ma vie que tout était en ordre. Mais il m'a lâché. Je veux connaître la vérité, pourquoi c'est arrivé comme ça. C'est important pour moi. Me soutenez-vous? Lindsay hésita. Mais est-ce nécessaire? Tout ça est derrière nous, Marcus. Tu t'es remis. Pourquoi remuer ces terribles événements? Peut-être vaut-il mieux tout oublier et aller de l'avant? Mais son père agita les mains, et moi, je soutiens mon fils. Nous devons toujours chercher la vérité. Si ma femme et moi n'avions pas creusé la vérité, nous aurions passé nos vies avec des doutes dans nos cœurs et n'aurions jamais trouvé Marcus et notre petit-fils. Tu as raison, fils. Il y a beaucoup de choses étranges dans ta tragédie. Nous devons tout découvrir. Quand les parents rentrèrent chez eux, l'heureux Mitch alla dormir dans son propre lit. Lindsay aida Marcus à faire la vaisselle et à nettoyer. Elle commença aussi à se préparer à rentrer chez elle. « Ok Marcus, je suppose qu'il est temps pour moi d'y aller aussi. Je vais vous laisser seul. Vous voulez probablement passer du temps avec votre fils. » Marcus la serra soudainement fort dans ses bras. « Ne pars pas.
Reste avec nous pour toujours. Je ne peux plus imaginer la vie sans toi. Et Mitch non plus. Il a commencé à t'appeler maman, tu sais. Peux-tu comprendre, et être ma femme? Ne t'inquiète pas, je trouverai un travail. Je ne peux pas promettre monts et merveilles, mais je prendrai soin de toi et de notre fils. Je vous chérirai tous les deux comme les choses les plus précieuses que j'ai. C'étaient les mots chéris que Lindsay avait tant désiré entendre. Marcus et Mitch avaient déjà élu domicile dans son cœur, et elle ne pouvait imaginer la vie sans eux. La femme répondit « Oui, j'accepte ». Ils ne se séparèrent plus jamais et commencèrent à vivre dans l'appartement de Marcus. Lindsay loua son propre appartement à une amie du café. La femme venait de divorcer de son mari. Marcus trouva un emploi d'agent immobilier. Il louait et vendait avec succès des appartements aux gens, sans tromperie. Après tout, il connaissait tous les pièges des nouveaux projets de construction. Lindsay prit enfin le risque et quitta le café détesté où elle avait enduré le harcèlement de son patron pendant tant d'années. Les parents de Marcus l'aidèrent à trouver un emploi de manager dans une grande entreprise par le biais de connaissances. Au début, Lindsay était très inquiète, s'agitant, pensant qu'elle ne s'en sortirait pas. Mais progressivement, elle s'habitua et tout commença à fonctionner. L'horaire était excellent, une journée de travail de 8 heures, et le directeur était une personne bonne et calme, pas un tyran. Enfin, la femme cessa d'être horriblement fatiguée. Maintenant, elle avait assez de temps à passer avec son fils. Mitch réussissait excellemment et appréciait l'école, en particulier les cours d'art. Il montrait de grandes promesses. Ses œuvres remportaient les premières places dans divers concours. Tout le monde, sans exception, notait que le garçon était très talentueux. Lindsay remarqua qu'il n'y avait plus de sorcellerie ou de négativité dans ses œuvres. C'étaient des peintures de bonheur absolu, des phénix lumineux d'une beauté inédite, des paysages merveilleux, et très souvent, des chiens apparaissaient, spécifiquement des chiens. La femme sensible réalisa que Mitch rêvait d'un animal de compagnie, mais comme toujours, il n'osait pas en parler. Le soir, elle s'approcha de son mari pour parler. « Marcus, écoute, l'anniversaire de Mitch est dans une semaine. Je vais tout organiser. Il voulait inviter ses amis de l'atelier. Offrons-lui un chiot. Je sais qu'il en rêve depuis longtemps. » Marcus demanda avec surprise, « Tu crois? Mais il n'a jamais mentionné vouloir un chien. Si c'est le cas, alors ça ne me dérange pas. Juste pas trop gros, d'accord? » Lindsay rit. « Oh, toi papa! Jette juste un œil à son album. Voici un chiot errant triste, voici un berger allemand et le garçon qui la promène en laisse. Et quel drôle de teckel! Et encore le garçon qui lui lance un bâton. Les enfants projettent leurs soucis et leurs rêves sur le papier. » Marcus serra sa femme dans ses bras et murmura, « Tu connais et comprends vraiment bien Mitch. Comme une vraie mère. Merci. Un chien, c'est juste un chien. Ça ne me dérange pas. » Ainsi, la fête tant attendue arriva. Dès le petit matin, les parents félicitèrent Mitch et Lindsay dit, « Notre cadeau, Mitch, sera inhabituel. Nous voulons aller avec toi au refuge pour animaux abandonnés, et tu pourras choisir un animal de compagnie pour toi. Tu rêves d'un chien, n'est-ce pas? Nous aurions pu t'acheter un chiot, mais donner un foyer et de l'amour à un animal abandonné est beaucoup plus agréable et noble, n'est-ce pas? » Les yeux du garçon pétillèrent de bonheur. Il se précipita pour serrer Lindsay et son père dans ses bras et les remercier. « Waouh! Comment avez-vous deviné? Je voulais vraiment un chien, mais j'avais peur de le dire. Je pensais que vous seriez contre. On peut y aller tout de suite? » Ils achetèrent un sac de nourriture pour les autres animaux abandonnés et se rendirent au refuge. Avec douleur et sympathie dans les yeux, Mitch passa d'un enclos à l'autre, regardant les animaux. L'employé du refuge lui raconta les tristes histoires de la façon dont il s'était retrouvé là. Dans l'enclos le plus éloigné, une petite chienne gisait tristement. La nourriture et l'eau à côté d'elle étaient intactes, et il y avait une douleur indescriptible dans ses yeux. L'employé dit, « Voici Lima. Elle est née différente des autres, et elle a été rejetée, simplement jetée. Mais ce n'est pas une chienne des rues. Les gens et un foyer chaleureux lui manquent. Elle ne peut pas surmonter la trahison de ses anciens propriétaires. Elle ne réagit pas du tout, mange à peine. C'est très triste. Il est peu probable qu'elle survive dans l'enclos. » Mitch demanda soudain, « Je peux aller la voir? Je veux la caresser, s'il vous plaît. » Ils lui ouvrirent l'enclos, et le garçon s'approcha prudemment et s'accroupit à côté de la petite chienne. Il lui murmura quelque chose pendant longtemps et doucement, comme si elle était une personne. Puis il la caressa doucement et la gratta derrière l'oreille.
C'était incroyable, mais soudain, Lima se leva, remua la queue et lui lécha la main, puis la joue. Lindsay et Marcus comprirent, Lima vivrait désormais avec eux. Sur le chemin, ils s'arrêtèrent dans une animalerie et achetèrent tout ce dont ils avaient besoin, nourriture, lit, laisse, produits antipuces, shampoing, balles jouets, et bien plus encore. La première chose qu'ils firent fut de baigner la chienne. Elle n'avait pas du tout peur de l'eau. Au contraire, il était évident qu'elle avait souvent été baignée auparavant, et elle appréciait vraiment le processus. Lima s'avéra être une chienne blanche comme neige, très mignonne, gentille et affectueuse. Elle connaissait les bonnes manières, aboyait après les étrangers et adorait les siens. Maintenant, toute la famille aimait aller au parc et se promener avec Lima. Mitch courait avec elle comme un fou et était absolument heureux. Pendant ce temps, une enquête fut menée dans l'entreprise de construction. Une affaire pénale fut ouverte concernant la tragédie de Marcus, à l'instigation de l'avocat. Des faits scandaleux émergèrent. Il s'avéra que les ceintures de sécurité avaient été délibérément coupées. Le partenaire de Marcus, Arnold, qui était de mèche avec Chloé, l'avait fait. Ces crapules étaient amants depuis longtemps et avaient conçu un plan rusé pour tuer Marcus de cette façon, envoyer Mitch dans un foyer pour enfants, et vivre dans l'appartement de l'homme heureux pour toujours. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Marcus survécut. Et maintenant, Chloé décida de ne rien faire et de ne pas soigner l'homme, l'envoyant dans une maison de retraite pour handicapés. Mais même là, le destin intervint, grâce à Lindsay, et contrecarrèrent ses plans sinistres. Mais maintenant que toute la vérité avait éclaté, Chloé et Arnold encouraient une peine décente pour tentative de meurtre sur une personne. Enfin, les crapules allaient recevoir ce qu'elles méritaient. Marcus était sous le choc. Il ne pouvait pas comprendre le fait qu'il avait vécu avec un tel serpent pendant tant d'années. C'était incroyable. Attenter à la vie d'une personne proche, vouloir sa mort juste pour un logement. Rien de sacré. Marcus pensait souvent que Lindsay n'était rien de moins qu'une bénédiction, précisément au moment où il avait complètement perdu espoir et voulait en finir. Elle était apparue. L'une voulait tuer, l'autre sauver un étranger, donnant tout d'elle-même. Des âmes si différentes. Une année passa. La vie suivait son cours habituel. La famille vivait tranquillement, heureusement, paisiblement. Mais récemment, Lindsay ne se sentait pas bien. Elle devint nerveuse, distraite. Soudain, elle avait envie de pleurer sans raison. Elle perdit l'appétit, et la nuit, la femme se retirait dans une chambre séparée et y restait assise, triste et en larmes. Marcus commença à s'inquiéter sérieusement. Il n'avait jamais vu Lindsay comme ça. Elle avait toujours été vive et joyeuse, mais maintenant elle semblait plus sombre qu'un nuage d'orage, avec des larmes qui montaient presque constamment à ses yeux. L'atmosphère dans la famille atteignit un point critique. Marcus n'en pouvait plus. Lindsay, qu'est-ce qui se passe? T'ai-je offensé d'une manière ou d'une autre? Si oui, dis-le-moi. Parlons-en. Es-tu tombée amoureuse de moi et de Mitch? Pourquoi sembles-tu si différente de toi-même? Faisons quelque chose. Allons chez le médecin demain. Je ne peux plus continuer comme ça. La femme éclata soudain en sanglots. Je ne sais pas. Je ne comprends rien moi-même. Je me sens juste mal, tu sais. Et je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas envie de manger, j'ai la nausée. Je suis toute chamboulée. Des pensées idiotes n'arrêtent pas de me venir à l'esprit. Et si c'était une maladie? Qui sait? Je ne peux penser à rien. Je n'ai envie de rien. Et c'est comme si je n'avais plus de force. Le lendemain, Marcus prit un jour de congé et emmena sa femme à la clinique. La femme subit un examen complet et tous les tests nécessaires. Quand vint le tour du gynécologue, elle surprit toute la famille. Après l'examen, une femme âgée sévère à lunettes nota nonchalamment des informations dans le dossier et dit à voix haute, « Grossesse d'environ 13 semaines. Votre état est tout à fait compréhensible, les hormones s'ajustent. Je vais vous prescrire des vitamines et des sédatifs. Terminez le traitement, et tout ira bien. Votre âge est excellent, alors inscrivez-vous chez nous, nous vous suivrons. Pour l'instant, je ne vois aucune anomalie. Tout le meilleur pour vous. » Lindsay resta assise, bouche bée, incapable de prononcer un mot. Elle n'arrivait pas à intégrer la déclaration du médecin. « Je suis enceinte? Je vais être maman? Mais est-ce vraiment vrai? Je n'avais même pas espéré un tel bonheur. Mon ex-mari m'avait convaincu que j'étais stérile, et je l'avais cru. » Et Marcus lui disait quelque chose, il agitait joyeusement les mains, lui secouait les épaules, lui baisait les mains. L'homme était heureux qu'ils aient un enfant ensemble avec Lindsay. Mais comment dire ça à Mitch? Ne sera-t-il pas jaloux? Ne sera-t-il pas contrarié?
Lindsay réfléchit longtemps à la façon de le lui dire et décida d'essayer de le dessiner. Le soir, elle s'assit à côté de lui à table et demanda au garçon, « Mitch, dessinons quelque chose que tout le monde sait, mais a peur de dire, d'accord? Sois juste honnête. » Le fils accepta avec joie, il adorait dessiner. Lindsay fit de son mieux pour se représenter, son mari, son fils, le chien, et une poussette avec un bébé. Et le fils dessina un cahier d'école et un stylo rouge marquant un 2, équivalent à une très mauvaise note dans certains systèmes. Ils échangèrent leurs dessins. Lindsay commença la conversation. « Mitch, es-tu contrarié d'avoir eu une mauvaise note à l'école? As-tu peur de le dire à ton père et à moi ?» Le garçon hocha la tête. « Eh bien, je suis habituellement un excellent élève, mais cette fois, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait tellement d'erreurs stupides au contrôle. La maîtresse m'a grondé, a menacé de ne pas me donner la meilleure note ce trimestre. Alors je m'inquiète de vous avoir déçus tous les deux. » Lindsay rassura tendrement le garçon, « Tu t'es inquiété pour rien. Je ne te gronderai pas, et papa non plus. Il n'y a rien à craindre. Tout le monde a de mauvais jours. Je suis sûr que tu referas le contrôle et que tu corrigeras la note. Mais même si tu n'as pas la meilleure note ce trimestre, est-ce la chose la plus importante dans la vie? N'inquiète pas. » Le garçon s'éclaircit, se sentant soulagé. Il commença à regarder le dessin de Lindsay avec intérêt. Puis il rit. « Maman, vous êtes comme des enfants. J'avais déjà compris qu'un petit frère ou une petite sœur allait bientôt naître. Je ne suis pas sourd et je ne suis plus si petit. Je ne serai pas jaloux. Au contraire, j'essaierai d'aider pour tout. J'espère qu'il ou elle ne sera pas trop turbulent. » Lindsay rit et embrassa son fils sur le front. « Tu es un fils si mature pour nous. Et ton père et moi continuons de te considérer comme un petit enfant. Dieu merci, tu as tout compris correctement. Je me sens tellement soulagé maintenant. Maintenant, nous devons rendre papy et mamie heureux qu'ils auront bientôt plus de travail. Ils auront quelqu'un à surveiller. » Le soir, la paix revint dans la famille. Lindsay se blottit affectueusement contre son mari et murmura, « Toi et Mitch m'avez donné un vrai bonheur. C'est si merveilleux que nous soyons maintenant une grande famille heureuse. » Marcus serra sa bien-aimée dans ses bras d'un air endormi et la tint près de lui. « Non, c'est toi mon bonheur. Le sens de ma vie. Je ne le laisserai jamais partir. Jamais. »